Quelques commentaires à propos de la correction des exercices sur la relativité restreinte. Premier exercice, l'exemple du TGV. Il faut absolument que vous fassiez référence dans chaque résolution d'exercice de relativité au postulat d'Einstein. D'après Einstein, la célérité de la lumière est invariante. Elle ne dépend pas du référentiel par rapport auquel on l'étudie. C'est donc toujours 300 000 km par seconde. Il n'y a pas d'addition, pas de composition des vitesses. Pensez à l'exemple du nageur dans la vidéo que vous avez visualisée avant le QCM en début de semaine. Ensuite, le deuxième réflexe à avoir, c'est qu'une fois que vous avez fait appel à ce postulat, il faut bien dans vos têtes clarifier quel est le référentiel propre, le référentiel où les événements ont lieu au même endroit, et le référentiel impropre, le référentiel par rapport auquel il y a un déplacement. Ici, c'est le train qui bouge. Ce référentiel impropre qui va permettre de définir une durée mesurée et le référentiel dans lequel la durée mesurée sera plus longue que le référentiel propre. Il faut donc absolument maîtriser l'usage de la formule de Lorentz. Dans cette formule de Lorentz, je vous le rappelle, qui vous est fournie, vous devez être capable d'expliciter la nature de chaque terme. Donc vous devez être capable de dire ce que c'est ΔTM, c'est la durée mesurée dans le référentiel impropre, là où les durées vont s'allonger. ΔTP, c'est la durée mesurée dans le référentiel propre, là où l'observateur ne se déplace pas. Et enfin, V est la vitesse relative du référentiel impropre par rapport au référentiel propre. Donc ici, c'est la vitesse relative du train par rapport au quai, et C, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Ensuite, des petites astuces pour les calculs. Comme vous divisez une célérité au carré par une autre célérité au carré, inutile de faire des conversions. Il suffit que l'unité de V soit la même que l'unité de C. Ça peut être des mètres par seconde, ça peut être, comme ici, des kilomètres par seconde. Ce qu'il faut, c'est que dans la division, les deux unités soient identiques. Ensuite, le calcul est rapide à mener. L'unité de ΔTM, si V et C sont dans la même unité, sera celle de ΔTP. Ici, vous avez 10 minutes, donc en réalisant ce calcul sans aucune conversion, vous obtenez un résultat lui-même en minutes. 10,6 minutes, c'est une durée plus longue que 10 minutes. Vous avez bien eu un phénomène de dilatation des durées. Deux événements ne sont pas séparés d'une durée identique suivant le référentiel dans lequel a lieu la mesure. Voilà ce à quoi il faut s'habituer. Un exemple extrêmement classique dans le grand 2, c'est l'exemple des muons. Les muons sont des particules relativistes. Leur célérité est très proche de celle de la lumière. Par rapport à l'exemple précédent, vous voyez que la relativité du temps commence à être mesurable, théoriquement évidemment, pour une célérité d'un tiers de celle de la lumière. C'est le facteur de Lorentz, le fameux 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré qui gouverne cette dilatation des durées. Ce facteur de Lorentz, pour des célérités usuelles dans notre vie courante, la vitesse d'un avion, la vitesse d'une voiture, il vaut quasiment 1. Donc, pas de changement de raisonnement dans tous les exercices de mécanique classique. Par contre, dès qu'on rencontre des particules comme le muon, ou comme notre train imaginaire qui se déplace à des vitesses proches de celles de la lumière, on les appelle des particules relativistes, alors à ce moment-là, le phénomène de dilatation des durées est à prendre en compte. Alors dans la première question, on trouve qu'un muon qui se déplace à la vitesse de 99,8%, donc 0,998 fois c, pendant une durée de 2,2 microsecondes. Il faut bien penser à convertir les microsecondes en secondes, parcourt 659 mètres. Expérimentalement, les muons qui prennent naissance à peu près à 10 km de la surface de la Terre ne devraient donc jamais
atteindre la Terre, puisque leur temps d'existence, avant qu'ils ne se désintègrent en d'autres particules, ne devrait leur permettre de parcourir que 659 mètres. Pourquoi peut-on les mesurer, les détecter à la surface de la Terre? Tout simplement parce que la valeur tau égale 2,2 microsecondes est une durée qui correspond à un temps propre, c'est-à-dire à une durée qui va être mesurée dans le référentiel du muon, mais pas dans le référentiel de la Terre. Or, question 3, si vous appliquez la théorie de la relativité, vous avez bien deux événements, la naissance du muon et sa disparition, sa désintégration, qui ont lieu dans le même référentiel si on se place sur le muon, c'est ce qu'on appelle le temps propre, et là la durée de vie du muon dans son référentiel à lui, où il est évidemment en repos, c'est bien 2,2 microsecondes, c'est ce qu'on mesure dans un laboratoire quand le muon se déplace à des vitesses très faibles. En revanche, lorsque le muon est en mouvement à une vitesse relativiste de 99,8% ou 0,998 fois la vitesse de la lumière, alors, dans le référentiel terrestre, la naissance du muon et sa désintégration n'ont pas lieu au même endroit. On a donc une durée mesurée qui va se dilater d'un facteur qu'on appelle le facteur de Lorentz, le fameux 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Et en réalisant une application numérique, encore une fois très simple, ne convertissez pas les C2,2 en microsecondes. V, il faut le remplacer par 99,8% de C, c'est-à-dire 0,9998, multiplié par C au carré, vous divisez par C au carré, il va uniquement rester le terme 0,998 au carré. Remarquez que le terme C a disparu de la fraction. Vous simplifiez, c'est pas la peine de mettre dans votre calculatrice 2 fois la valeur de C, c'est long à taper et c'est source d'erreur et de perte de temps. En réalisant ce calcul, vous avez ici une durée impropre, une durée mesurée qui devient égale dans le référentiel terrestre de 35 microsecondes. La durée de vie du muon n'est pas la même suivant le référentiel par rapport auquel on l'étudie. L'usage de la formule classique D égale V fois T dans le référentiel terrestre vous permet alors de calculer que la distance parcourue par le muon, non pas dans son propre référentiel, mais dans le référentiel terrestre, devient égale à la célérité du muon, donc toujours les 99,8% de la vitesse de la lumière, 0,998 fois C, fois cette fois la durée mesurée de la vie du muon entre les deux événements signalés ici. Ce qui fait, cette fois, attention, en convertissant les microsecondes en secondes, une distance d'environ, une petite faute de frappe là, 1,0 fois 10 puissance 4 mètres, c'est-à-dire 10 km. Cette distance permet donc au muon, qui je vous le rappelle prennent naissance à environ 10 km de la surface de la Terre, d'atteindre la surface de la Terre. Et effectivement, expérimentalement, on les détecte. La théorie de la relativité d'Einstein est bien vérifiée. Dans l'exercice 3 sur le GPS, je me contente de vous commenter la partie qui permet d'expliciter pourquoi une des horloges retarde par rapport à l'autre. C'est quelque chose de très classique qu'il faut être capable d'expliquer en quelques lignes dans une copie de bac. Si vous analysez la formule de Lorentz, vous retrouvez, et vous devez le savoir d'après l'apprentissage du cours, que la durée mesurée dans le référentiel impropre est toujours soit égale, soit supérieure à la durée propre. En effet, le facteur de Lorentz, 1 divisé par racine de 1 moins v carré sur c carré, est égal à 1 si la vitesse des deux référentiels, l'un par rapport à l'autre, est très faible, c'est-à-dire tend vers 0, ou bien augmente et diverge pour prendre des valeurs qui peuvent être très élevées dans le cas de vitesse proche de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire dans des cas relativistes. Alors, si ΔTm est plus grand que ΔTp, vous prenez deux horloges, vous les synchronisez.
elles donnent la même heure, par exemple toutes les deux midi. Vous en mettez une dans un référentiel mobile, et vous laissez l'autre dans le référentiel fixe, c'est-à-dire dans le référentiel propre. Vous retrouvez ces deux horloges à l'issue de la fin du mouvement, et vous comparez l'heure qu'elles donnent. Celle qui était dans le référentiel propre, là où les événements ont lieu au même endroit, va vous donner une durée qui sera plus courte que celle dans le référentiel impropre. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Delta TP est donc soit égal, soit inférieur à delta TM. Et ça veut dire quoi au niveau de nos pendules? Si elles marquaient ensemble toutes les deux 12 heures. Celle qui s'est retrouvée dans le référentiel impropre va avoir mesuré un voyage plus long, donc va peut-être écrire 12 heures et 30 minutes. En revanche, celle qui était dans le référentiel propre va marquer une durée plus courte, peut-être 12 heures et 20 minutes. Quand vous comparez ces deux horloges, celle qui affiche 12h20, elle retarde par rapport à celle qui affiche 12h30. On dira donc que la durée mesurée par l'horloge embarquée étant plus faible, elle retarde par rapport à celle restée au sol. Celle restée au sol était dans le référentiel impropre, elle mesurait delta TM. Celle embarquée à bord du satellite a mesuré la durée la plus courte, c'est-à-dire la durée propre. Alors attention, ce phénomène de dilatation des durées n'est pas lié à un changement de mécanisme de l'horloge, n'est pas lié à un dysfonctionnement d'une montre, n'est pas lié au fait qu'une seconde est plus longue ou est plus courte. Une seconde, ça reste une seconde. La trotteuse de la montre paraîtra se déplacer de la même façon pour un observateur qui regarde la montre dans le référentiel impropre ou dans le référentiel propre. C'est vraiment le temps qui se dilate, donc les durées en elles-mêmes qui ne sont pas mesurées par rapport au même référentiel, qui n'ont donc plus les mêmes valeurs. Quand vous avez compris qu'une des horloges retarde par rapport à l'autre, pour calculer le retard, il suffit de faire une simple soustraction. Cette soustraction, en remplaçant par exemple ici delta TM par la relation de Lorentz, vous permet d'aboutir par factorisation à ce terme, et ce terme, dans les applications numériques, donc toujours le même réflexe, garder la même unité pour V et pour C, va vous donner un résultat. Ici on a delta TM en secondes, donc on obtiendra un retard ici taux lui-même en secondes de 7,3 microsecondes. L'horloge embarquée, on l'a dit, retarde, et elle retarde de 7,3 microsecondes par jour. Alors ça peut paraître pas grand chose, sauf que, sachant que les ondes électromagnétiques qui permettent la communication entre les satellites et puis les récepteurs que vous avez dans vos smartphones ou sur vos montres connectées se déplacent à la vitesse de la lumière, 7,3 microsecondes à une célérité de 3,10 puissance 8 mètres par seconde, ça nous fait une distance D équivaut V fois T de 2,2 puissance 3 mètres, donc de plus de 2 km. Et sans correction apportée dans les algorithmes des GPS, la dilatation des durées, le retard de l'horloge embarquée à bord du satellite par rapport aux horloges qui sont sur la Terre provoquerait des erreurs de guidage importantes et un dysfonctionnement complet du GPS. Donc encore une fois, un exemple concret de la prise en compte de la dilatation des durées et de la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein.